Il y a quelque temps, j'ai travaillé sur le 3e épisode de la librairie. C'était sur Slice of Life de Satsuki Yoshino, que je vous invite d'ailleurs à regarder bien évidemment. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez pu remarquer que j'y parlais aussi de l'auteur, et je dois vous avouer que j'ai bien aimé travailler sur cette partie. Du coup, pourquoi ne pas parler plus souvent des auteurs et de voir ce qu'ils ont pu faire avant ou après leurs œuvres les plus connues? Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à bombarder les commentaires pour me le dire. Maintenant on peut commencer. Si vous n'avez jamais entendu parler de Tatsuya Endo, alors peut-être que son œuvre la plus populaire vous dira forcément quelque chose. Tatsuya Endo est l'auteur derrière Spy Family, un énorme morceau du Jump qui fédère une énorme communauté autour de lui. Mais avant d'avoir bossé sur Lloyd, Yor et Anya, Endo a réalisé d'autres œuvres. Nous allons revenir sur ce qu'il a pu faire, d'assistant à auteur international, on va revenir aussi sur ses œuvres plutôt méconnues qui sont sorties en France, et bien évidemment de son carton plein avec Spy Family. Le but dans cette vidéo sera de mieux comprendre l'auteur, de sa vie au thème que l'on peut retrouver dans ses œuvres, et répondre à une question que je me suis posée, et qui m'a donné d'ailleurs envie de faire cette vidéo: est-ce que Tatsuya Endo déteste Spy Family? Et vous allez voir qu'on peut en tirer de très bonnes choses. Bienvenue dans la librairie. Notre histoire commence en 1980, dans la ville de Koga, dans la préfecture d'Ibaraki, à 60 km au nord de Tokyo. Un nouveau-né pop sur Terre, félicitations, Tatsuya Endo est né. Dans son enfance, il découvrit le Shonen Jump grâce à son frère, et découvre, avec des étoiles plein les yeux, les œuvres de l'époque, notamment Dragon Ball. Quand son grand frère se met à dessiner un manga avec un de ses amis, le jeune Endo a voulu faire de même et se dit, comme tout enfant de son âge, qu'il aimerait en faire son métier. Il continue à dessiner, mais aussi à lire d'autres œuvres et découvre Minetaro Mochizuki, connu chez nous pour Dragon Head et L'île aux chiens. Ou encore Hiroyuki Nishimori, un pilier du genre Furio au Japon, notamment connu pour son fameux Kyokara Orewa. Mais bon, on n'a pas le temps de s'indigner sur le fait qu'il ne soit toujours pas disponible en France, car on doit faire un énorme bond dans le temps. On arrive en 2000, les ordinateurs du monde entier n'ont pas explosé, et le Shonen Jump repère un jeune mangaka qui vient de gagner un concours pour artistes débutants. Ouais, c'est Tatsuya Endo si vous ne l'aviez toujours pas compris. Il put alors publier une histoire courte appelée Geika Bijin, on y reviendra plus tard, et enfin sa carrière débuta. 10 années ont passé, l'auteur enchaîne les one-shots et fit la connaissance d'un homme qui va drastiquement changer sa vie, son responsable éditorial, Shiheirin. Avec ce nouvel éditeur, Endo va se lancer en 2007 dans sa première série courte en 2 tomes, mêlant tueur à gages et contexte religieux catholique, Tista. Tista paraîtra dans le Jump SQ pour Supreme Quality, un mensuel qui remplaçait le Shonen Jump Monthly. En France, ça a été édité en 2010 chez Kazé, mais est actuellement en arrêt de commercialisation. D'ailleurs, habituez-vous à ça, toutes les œuvres de Tatsuya Endo hors Spy Family sont en arrêt de com. L'histoire se déroule à New York City. On y suit Tista Leon, une jeune fille qui a perdu son père lorsqu'elle était enfant. Recueillie par un orphelinat, elle fait des études à l'université afin de devenir professeure. Mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Lorsqu'une lettre lui parvient, signal d'une nouvelle cible, elle devient Sœur Milicia, une tueuse à gages réputée pour ne jamais manquer sa cible. Sa réputation est telle qu'elle est devenue une véritable légende dans le milieu des pires malfrats de la ville. Malheureusement, si bien qu'elle soit capable de remplir son rôle de tueuse à gages, notamment grâce à ses yeux qui seraient la source de ses facultés extraordinaires, Tista subit de plus en plus ces missions qui peuvent à chaque instant la faire basculer dans la folie. S'il y a bien un thème prépondérant chez Endo, c'est cette notion de double identité, d'apparences qui peuvent être trompeuses. Tista est une jeune fille maladroite et n'est absolument pas à l'aise socialement, mais Sœur Milicia, elle, est bien plus sérieuse, presque robotique. Elle reçoit la mission, s'exécute et exécute. Sœur Milicia plane sur la ville comme un dieu de la mort qui châtie ceux qui pêchent. Elle est une véritable terreur pour n'importe quel malfrat ou homme d'affaires véreux. Mais derrière cette façade se cache une jeune fille qui semble être utilisée par son organisation et qui vit de moins en moins bien ses meurtres. Et cela amène à un autre thème central de l'œuvre, et il s'agit de la culpabilité et du pardon. Tista est rongée par la culpabilité, et on le voit au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. Cette culpabilité se manifeste par ce fantôme souvent présent aux côtés de Tista, et qui est là pour lui faire rappeler qu'elle n'a que le meurtre dans sa vie et qu'il n'y a aucun moyen pour elle d'être pardonnée. Mais une personne sera là pour mettre un peu de blanc dans ce portrait bien noir de la société, et c'est le jeune
Artie, un camarade de promo de Tista et qui a pour ambition d'être artiste et de vivre de sa passion. Il nous montre un côté plus authentique de la nature humaine, côté que Tista verra en lui et verra peut-être une possibilité de rédemption, où le meurtre n'est pas forcément la seule voie. D'ailleurs, si une scène démontre bien cela, c'est dans le chapitre 1 où Artie dessine Tista. On peut y voir un regard que peut porter l'auteur sur l'art qui peut dévoiler l'apparence des gens dans leurs formes les plus simples. Et le fait que Artie dessine directement Tista devant elle et lui montre le dessin peut donc non seulement montrer un début de relation entre les deux, mais surtout, cela pourra être peut-être le premier électrochoc pour Tista. Par contre, je tiens à prévenir, si vous souhaiteriez le lire un jour, le manga est plutôt sombre. C'est d'ailleurs l'œuvre la plus sombre de cette rétrospective. Endo veut vous montrer la dureté de son univers et il sera sans pitié. Bien évidemment, il n'y a pas de scène gore, mais le timing est si bien géré que cela rend le manque de violence anecdotique. Ce qui rend le message d'autant plus impactant, on sent quelques prémices de Spy X Family, tant dans le thème de la famille que dans ce côté double identité, mais aussi de par les brefs moments d'humour qui font du bien lors de la lecture. Malheureusement, on n'échappe pas à l'éternel problème des séries en 2 tomes. On sent que l'auteur avait des ressources pour faire plus de volume, mais je dois vous avouer, il a quand même su finir son œuvre sans pour autant qu'on soit trop surpris, même si on sent qu'il a dû faire rentrer ce qui aurait pu faire 2-3 tomes en 2-3 chapitres. Tista reste malgré tout une œuvre intéressante à lire, notamment si vous vous intéressez à l'auteur. Le manga permet de commencer à connaître ce que veut nous proposer l'auteur en termes d'histoire. Reste plus qu'à savoir ce qu'il va nous proposer par la suite. Faire cette vidéo m'a permis aussi de m'intéresser un peu plus aux assistants des mangaka. Vous allez voir que le monde est petit. Par exemple, pour Tista, Endo a travaillé avec bon nombre d'assistants, notamment Kazue Kato, l'autrice derrière Blue Exorcist. Attendez, je prends mon tome de Tista et c'est bon, elle est là. D'ailleurs, pour l'anecdote, Endo va aussi travailler avec Kazue Kato sur Blue Exorcist. Attendez, je sors aussi mon tome de Blue Exorcist et le voilà. Oh tiens, il y a aussi Shirin en responsable éditorial. Enfin bref, après avoir conclu son projet Tista et avoir travaillé un temps sur Blue Exorcist, Endo reprend une de ses premières œuvres publiées en 2000. Dans le Weekly Shonen Jump, on en a déjà parlé, c'est Geka Bijin, toujours dans le Shonen Jump SQ, et en sortira une œuvre de 5 tomes éditée chez nous, toujours chez Kazé, The Moon's World. Nous sommes sur la Lune en l'an 1502 de l'ère impériale. Oui, des gens vivent sur la Lune. À la tête de ces peuples règnent des femmes aux facultés surnaturelles. Elles représentent ce que l'on appelle la dynastie des impératrices d'argent. Kaguya Takenouchi, fille de l'impératrice Fujiya Takenouchi, doit succéder à sa mère en tant qu'impératrice. Mais c'est une véritable tête brûlée qui n'en fait qu'à sa tête, s'attirant les foudres de la cour tout entière. Malheureusement, la santé de sa mère faiblit et doit précipiter l'investiture de sa fille. C'est dans ce moment de tension que la famille Umenuchi, qui complotait au sein de la cour, effectue un coup d'état afin de prendre le pouvoir. Fujiya décida alors de remettre à Kaguya l'épée sacrée de la famille royale, Futsunushi, et de l'envoyer sur la Terre, considérée comme l'astre impur et qui sert maintenant de planète prison où sont envoyés les exilés de la Lune. Kaguya n'a alors qu'un objectif en tête, retourner au plus vite sur la Lune afin de retrouver sa mère, déjouer le plan des Ume afin de devenir la prochaine impératrice d'argent. A l'instar de Tista, qui avait pour cadre un New York très terre-à-terre, The Moon's World nous introduit un univers grandement influencé par l'iconographie de l'ère Edo, tout en empruntant quelques éléments au monde moderne, comme des fusées, des avions ou encore des capsules. L'œuvre est aussi une interprétation du conte de la princesse Kaguya, un conte japonais datant du Xe siècle qui raconte l'histoire d'un coupeur de bambou qui découvre la princesse dans une canne de bambou et qui plusieurs années plus tard va devoir rejoindre les siens sur la Lune. Il y a pas mal de comparaisons à faire entre le conte et l'œuvre d'Endo. Si vous ne connaissez pas le conte, je peux vous recommander le Ghibli, le conte de la princesse Kaguya, qui est génial. D'ailleurs, petite anecdote, le conte de la princesse Kaguya est le plus ancien texte narratif japonais. Merci Wikipédia. L'œuvre s'articule aussi comme une quête initiatique pour le personnage de Kaguya. Elle est irresponsable et complètement inconsciente, proche d'être insupportable. Elle va légèrement évoluer au fur et à mesure du récit. Bien sûr, elle reste la tête brûlée immature du début, mais elle va prendre en maturité et comprendre au fur et à mesure les enjeux derrière cette position d'impératrice, et elle va les accepter afin d'honorer sa mère. Par ailleurs, on ressent cette humanité se dégager de Kaguya, mais en fait, c'est un commentaire que je pourrais faire pour tous les personnages du manga. Endo va nous présenter des personnages très ambigus, ils ne sont ni
bons ni mauvais, mais qui font ce qu'ils font parce qu'il y a une raison. Mais au final, ça dessert un peu le manga, mais j'en reparlerai plus tard. Et si vous dites pourquoi ce gars a l'air tout droit sorti d'un spin-off de Naruto, c'est parce que je ne vous ai pas encore parlé des Matsuno-Oshi. On apprend plus tard qu'une troisième famille a été exilée sur Terre, les Matsuno-Oshi, réputés pour avoir une force colossale, mais qui ont aussi été victimes de rumeurs à leur sujet. Ils seraient nés de jumeaux sanguinaires et ont été exilés sur Terre. Kaguya va alors en apprendre plus sur l'histoire de ce peuple avec qui sa mère a essayé de construire une relation fondée sur la paix entre les deux familles. Kaguya va apprendre à accepter les autres, à comprendre leur histoire et sera peut-être celle qui sera la passerelle pour un possible monde en paix, nous montrant l'importance de l'acceptation des autres et de la communication. À ce propos, il faut aussi mentionner le soin tout particulier apporté à la géopolitique, ce qui rend par contre le manga plutôt dense. Bon, pas autant qu'un Death Note, mais vous avez compris l'idée. Mais ça rend l'univers très crédible. Comme le dit Shiheilin au sujet de Endo, il est du genre à vraiment réfléchir à chaque détail de l'intrigue. Alors quand je propose quelque chose de fou lors d'une réunion, il remarque rapidement les contradictions. De plus, son attitude envers les mangas est très réfléchie et sérieuse. C'est génial. Bref pause dans la vidéo pour vous dire qu'à partir de maintenant, je vais prononcer les noms des familles par leurs abréviations. Vous pouvez les voir à l'écran. Allez, on y retourne. Il serait faux de penser que l'auteur n'a pas de thème similaire d'une œuvre à une autre. Nous retrouvons bien évidemment le thème des apparences parfois trompeuses, la famille Ume qui trahit les Take et se font passer pour des bonnes personnes aux yeux du peuple, leur fille qui souhaite être idole, la vocation qui transpire la fausseté. Les Matsu ont leur histoire qui est basée sur cette thématique. Bien évidemment, les jumeaux ne sont en aucun cas des bêtes assoiffées de sang comme le dit la légende, mais ont été victimes d'un système hypocrite qui ne leur convenait pas. Le manga aborde aussi la thématique de la famille, là où dans Tista, la famille était montrée comme un moyen pour certains de trouver un point d'accroche dans un monde cruel, là où pour d'autres c'est un moyen de manipulation. Dans The Moon Sword, elle est traitée au travers de la notion de passage de flambeau. On peut citer par exemple bien évidemment Fujiya et Kaguya, la fille Ume, oui celle qui veut être idole, et la reine sanglante, un ancien système que tout le monde souhaite modifier à leur manière. La fille Ume veut instaurer un système basé sur une ancienne impératrice qui a provoqué massacre sur massacre à la cour. Le prince Matsu, ainsi que Kaguya, veulent instaurer une paix entre les familles. L'un en arrêtant la folie de son père et l'autre en marchant sur les traces de sa mère, qui a voulu elle aussi instaurer une paix, malheureusement sans succès. Au-delà d'un simple duel entre princesses, s'ensuit un duel d'idéologie. Deux visions différentes d'une société vont s'affronter, et c'est celle qui réussira à s'imposer sur la force, mais aussi idéologiquement, qui pourra prétendre être la future impératrice d'argent. L'œuvre fourmille de messages que l'auteur veut mettre en avant et proposer un univers riche et complexe. Et au vu de l'univers qui est mis en place, on peut se dire que le manga va faire au moins une dizaine, voire une quinzaine de tomes, et que l'œuvre va enfin rester dans les mémoires comme étant l'œuvre. Non, c'est faux, le manga va devoir s'arrêter au tome 5 par manque de succès. Malheureusement, on sent que tout a dû être précipité, encore une fois par manque de succès. The Moon Sword s'est arrêté au bout d'une vingtaine de chapitres, et au vu de la densité du manga et de tout le côté géopolitique utilisé, on sent que l'auteur voulait aller plus loin. L'auteur arrive malgré tout à boucler son manga, mais on sentira forcément ce goût d'inachevé dans la construction des personnages et des relations qu'ils tissent entre eux. Et c'est dommage vraiment pour une œuvre qui a comme gros thème la communication. Et c'est vraiment dommage car The Moon Sword est une très bonne œuvre, mais malheureusement le public n'a pas suivi. Après 2 séries finies abruptement, Tatsuya Endo n'est pas au top de sa santé mentale. Il continue de publier 3 one-shots pour le Jump Square et repasse même par la case assistant. Il aidera des auteurs pas si connus comme par exemple Tatsuki Fujimoto, vidéo sur Radio Eri dispo sur YouTube, Yuji Kaku, connu notamment pour Hell's Paradise, allez on va aller chercher le tome 1 et bingo, le voilà. En collaboration avec Aya Nakamura d'ailleurs. Et enfin, le moins connu des auteurs, Hajime Isayama. Ouais non, je ne déconne pas, il a bossé sur l'Attaque des Titans. Pour la petite anecdote, une vraie rivalité s'est installé entre les deux auteurs au tennis de table. C'est incroyable. Un beau jour, Shiheilin, oui encore lui, est transféré au service éditorial du Jump Plus. Endo l'apprend et lui répond du tac au tac. N'importe quel service éditorial va bien, alors retravaillons ensemble.
C'est alors qu'ils vont commencer un nouveau projet pour Jump Plus. Pour commencer, ils vont reprendre les points forts des 3 one-shots écrits plus tôt, Rengoku no Hashi, Ichi Uzubeni, Tetsuni Oshi, et enfin I Spy, qui sera le pilier principal. Je ferai peut-être une autre vidéo où je reviendrai sur les one-shots de l'auteur, ça serait je pense intéressant. Enfin, l'accent a été mis sur le principe de faire un titre joyeux. T-Star et The Moon Sword ont été prévus pour être sombres, et le souhait de Lin et Endo sera de faire quelque chose de complètement différent. Le but étant pour Endo de pouvoir se poser un peu après les œuvres sombres qu'il a pu faire par le passé. La fusion de ces 4 piliers donneront enfin naissance à... Spy Family donc. Le nouveau manga d'Endo sort au Japon en mars 2019 et c'est une véritable Spy Family mania dans tout le Japon. Pour donner une idée du phénomène, il atteint les 300 000 copies en circulation uniquement avec le tome 1, les 1 million avec les tomes 1 et 2, 2 400 000 avec l'arrivée du tome 3, les ventes et les tomes en circulation augmentent encore et encore. En 2020, Spy X Family se retrouve à la 9ème place du top Oricon devant l'attaque des titans et est le seul manga à être dans le tome 10 sans aucune trace d'animé dans les parages. Au milieu de l'année 2022, l'œuvre s'est vendue à environ 15 104 000 exemplaires. Et encore, avec l'arrivée de l'animé, on passe en fin 2022 avec, attention, plus de 22 280 000 mangas vendus et 29 millions de mangas en circulation pour seulement 10 tomes. C'est incroyable. Mais l'engouement autour de la série est aussi mondial, l'œuvre atteignant les plus de 570 millions de visionnages sur la plateforme Manga Plus, à l'époque où encore une fois aucun animé n'a été annoncé, et bien évidemment, la France n'est pas en reste, édité chez Kurokawa depuis septembre 2020. Nous sommes en septembre 2023 et au total 3 280 000 ventes pour les 10 tomes actuellement sortis chez nous. J'ai calculé, Tista c'est à peu près 8800 tomes vendus et The Moon Sword c'est 5700 ventes. Spy X Family c'est littéralement 226 fois plus de ventes que les 2 séries réunies. C'est incroyable, c'est fou quand même. Avec tous ces chiffres, je veux juste que vous compreniez que le succès est phénoménal et tout porte à croire que vous connaissez quasiment tous l'œuvre. Mais bon, je vais quand même vous résumer pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire. Westalis et Ostania sont 2 nations qui entretiennent des rapports délétères, toujours à 2 doigts de la guerre. Twilight, agent secret au service de Westalis, a pour mission de contrecarrer les plans de Donovan Desmond, un homme politique qui a pour but de provoquer une guerre entre les 2 nations. C'est dans le but de l'approcher que Twilight doit recruter une femme et un enfant afin de former une famille, tout ce qu'il y a de plus classique. Le problème, c'est que Twilight n'a aucune expérience familiale. Et vous la sentez venir l'embrouille? En effet, Yor, l'épouse de Twilight, est en réalité une redoutable tueuse à gages, et Anya, excusez-moi, je me suis trompé d'image. Voilà, donc Anya, leur enfant, est une petite fille capable de lire dans les pensées de n'importe qui. Cette nouvelle famille va devoir s'unir pour passer inaperçue et faire accepter Anya dans la plus prestigieuse école d'aristocratie, afin de s'approcher suffisamment de Desmond, l'empêcher de nuire et préserver la paix fragile qui maintient Ostania et Westalis. Je pense que vous l'aurez compris, si vous regardez toujours cette vidéo avec attention, alors déjà merci à vous, des thèmes chers à Endo sont tout autant présents, voire même centraux dans Spy X Family. Vu qu'aujourd'hui le manga n'est pas encore terminé, je ne pourrai pas vous proposer une analyse complète de l'œuvre. Ici, on va explorer comment ces thématiques sont abordées dans l'œuvre, ces thèmes s'entrecroisent, se complètent parfaitement bien et peuvent se résumer en 2 mots, Spy et Family. On retrouve cette thématique des apparences souvent trompeuses. C'est littéralement ce qui fait avancer l'intrigue. On peut voir cette thématique dans l'univers même du manga, hors de la famille. Westalis et Ostania, qui derrière ces fausses airs de paix, cachent une fragilité qui peut être rompue en un rien de temps et provoquer une guerre sans précédent. Dans ce monde, c'est ceux qui arrivent à mieux cacher leur vraie nature qui sont les plus puissants. Ce n'est pas pour rien que l'on suit la mission de Lloyd, qui est espion, le métier qui colle parfaitement à cette thématique. L'école d'Eden, qui, en voulant montrer la puissance de l'aristocratie, ne promue que le paraître. L'école permet aussi de glisser un petit tacle gratuit au système scolaire japonais, pointant du doigt la pression que ressentent les élèves, toujours poussés vers l'excellence. La famille Forger en elle-même est un bien bel exemple de mensonge. Les membres de cette famille cachent tous leur réelle nature au reste du monde. Ils font semblant d'être la petite famille parfaite, et cela peut être source de tension, mais aussi surtout d'humour. Lloyd, qui est vu comme le meilleur espion, capable des plus grandes prouesses, n'a aucune expérience sur comment s'occuper d'une famille. York, qui est une experte dans les tueries, est très maladroite dans les tâches familiales. Anya, disons que c'est un cas à part. Grâce à son pouvoir de lire dans les pensées des gens,
Elle est la seule à pouvoir voir derrière ces fameuses apparences, voir ce que sont réellement les individus. Cela la rend presque omnipotente, mais elle a l'innocence et la pureté des enfants de son âge, ce qui rend les moments où elle interagit avec n'importe qui vraiment priceless. Et enfin, Bond est juste trop occupé à être le meilleur personnage du manga, je veux rien savoir, c'est un dogo. D'ailleurs, cela m'amène à vous parler de la deuxième thématique centrale, la famille. Parce que même si l'on voit parfaitement la famille Forger vivre une petite vie de famille tranquille, il ne faut pas oublier que tout se base sur du faux. Cependant, bien que cette famille soit fausse, on peut voir au fur et à mesure une évolution dans leur relation. Chacun développe un réel affect vis-à-vis de l'autre. C'est aussi l'occasion pour chacun des membres de cette famille d'en ressortir grandi. Yor va apprendre à être une mère et une épouse exemplaires. Lloyd et Anya vont petit à petit redécouvrir le plaisir de vivre dans l'amour d'une famille. Il y a bien évidemment d'autres thématiques abordées dans l'œuvre, comme l'horreur de la guerre ou encore l'importance de l'entraide. Si Spy Family se distingue autant des autres titres, c'est aussi grâce à l'humour présent dans l'œuvre. Le peu d'humour que l'on pouvait retrouver dans The Moon Sword est bien plus mis en avant ici. Je me suis surpris à pas mal rire en lisant les tomes pour cette rétrospective, le timing est vraiment bon et tout est fait pour trouver un juste milieu entre les moments comiques et les quelques moments de tension. Bien évidemment, le moteur pour une bonne série d'humour, c'est des personnages. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Slice of Life, les personnages sont un des principaux piliers de ce qui différencie un manga d'un excellent manga. Ces mêmes personnages ont été créés sur la base d'autres personnages des précédentes œuvres de l'auteur. Le design d'Anya est basé sur Ash de son one-shot Rengoku of Ash, mais son histoire peut faire écho à Misha, personnage de Tetsu Niyoshi, un personnage rejeté à cause de ses pouvoirs. Yor, quant à elle, est légèrement inspirée de Tanya, dans le one-shot PMG0 paru en 2004. Il est bon de noter aussi que l'auteur apporte un soin particulier sur la construction de son univers, un design se basant beaucoup sur l'iconographie européenne, agent à la James Bond, l'architecture faisant penser aux bâtiments que l'on peut trouver à Londres, ou encore dans un certain moment dans l'histoire de l'humanité, Westalis et Ostania peuvent faire penser dans leur préfixe à l'Allemagne divisée en deux pendant la Seconde Guerre mondiale. D'un côté West Berlin, des alliés, pris par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, représenté ici par Twilight, et bien évidemment Ost-Berlin allemande par Desmond. Ça donne un second sens de lecture fort apprécié, surtout quand on voit la critique de la guerre que le manga peut faire. Et en fait, je pense que c'est pour ça que Spy Family fonctionne aussi bien. C'est un manga qui peut parler à n'importe qui. Ceux qui veulent voir une comédie vont apprécier tous les moments d'humour, tout en appréciant le contexte qui donne plus de poids aux moments comiques, et ceux qui veulent une œuvre plus sérieuse vont avoir de quoi analyser l'œuvre. Et franchement, qui de mieux placé que Tatsuya Endo pour faire ce genre de manga? N'aurait-il pas trouvé la formule pour faire son manga parfait? Mais alors si on retrouve autant de similarités dans Spy Family, que ça soit entre les personnages, les thématiques abordées et ce même soin apporté dans l'univers, est-ce que l'auteur déteste vraiment son manga? Vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Les personnes qui soutiennent que l'auteur n'aime pas son œuvre utilisent souvent l'argument d'une interview présente dans le guidebook Spy Family Eyes Only, où l'auteur disait « J'ai abandonné ce que je voulais dessiner au départ. Je dessine ce que le monde veut voir, donc je n'ai aucun attachement au personnage. » Mais malheureusement, cet extrait est totalement hors contexte. Endo a peut-être créé ses personnages sans motivation personnelle, mais à aucun moment il ne dit qu'il les déteste. Par contre, ces mêmes personnes oublient d'ailleurs que Endo a dit aussi « Spy Family est un travail de réhabilitation pour me redonner vie en tant que mangaka, à un moment où je suis tombé dans une mauvaise passe. » Et elle est là la réponse. Les échecs de ces autres mangas ont eu un impact plus que négatif sur Endo, et Spy Family l'aide justement à rester motivé dans sa vie. En plus de cela, une interview de Shiheilin pour Manga Plus affirme justement qu'Endo était excité à l'idée de commencer l'œuvre, et c'était prévu dès le départ que la série s'étende sur la durée, donc la série ne continue pas malgré l'auteur. C'est pourquoi j'ai voulu faire de Spy Family un manga lumineux et joyeux. Je me souviens lui avoir interdit de dessiner quoi que ce soit de sombre. Endo Sensei était d'accord et j'étais heureux de le voir dessiner la série avec beaucoup d'enthousiasme. Donc non, l'auteur ne déteste pas Spy Family, il n'est que le prolongement logique de son style en tant qu'auteur. Si j'ai fait cette vidéo, c'est avant tout pour vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, mais que je trouve malheureusement incompris tant ses anciennes œuvres sont inconnues. Bien évidemment, c'est aussi en réponse aux personnes qui pouvaient penser que l'auteur n'aimait pas Spy Family ou encore moins ses personnages. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce post sur le subreddit R Spy Family. Cette histoire m'a sérieusement aidé dans la dépression intense que je ressens depuis quelques mois. J'aime la façon dont le monde semble si sombre et pourtant, nous pouvons tous en faire l'expérience à travers une bulle de bonheur via les forgeurs. Même s'ils ont tous des atouts admirables, ce sont leurs défauts qui les rendent uniques et intéressants. De plus, je tiens profondément à eux et je veux les voir heureux. Ce sont des histoires comme celle-ci, où le monde est crédible et les personnages charismatiques et bruts, qui sont pour moi les plus mémorables.
Je suis tellement reconnaissant envers Tatsuya Endo de nous avoir permis de faire ce voyage avec les forgeurs. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi franchement je suis super content du rendu que ça a donné. J'essaierai d'en faire de temps en temps mais c'est pas ce que je proposerai principalement. En tout cas sauf si ça marche plutôt bien et si c'est demandé. Donc n'hésitez pas à poster énormément autour de la vidéo, essayer de la partager en masse, franchement ça m'aiderait énormément et ça soutiendrait la chaîne, ça serait incroyable. Donc pour une fois je vais faire aussi un peu la promotion de mes réseaux, donc je suis principalement sur Instagram, donc là je poste autour de mes vidéos. Je parle aussi de mon activité associative, donc vous inquiétez pas, je pense faire une vidéo plus tard au moins pour vous en parler, en tout cas si ça intéresse des gens. J'ai aussi un Twitter, donc là c'est vraiment axé full sur les vidéos, ou tout ce qui est en rapport avec le manga. Et bientôt probablement j'ouvrirai aussi un compte TikTok, ça ne saurait tarder mais je vais essayer de trouver la force de faire des vidéos plus courtes et en format téléphone. En tout cas je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt dans la librairie. Ciao.